Merci de votre attention dans l'actualité ce soir. Le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos, objet d'une visite de travail à Lomé ce samedi du ministre béninois des Infrastructures et des Transports, séance de travail avec son collègue togolais. Également dans l'actualité ce soir, nous irons à la fête du chocolat, comme on l'aime bien, deuxième édition de cette initiative lancée ce samedi pour promouvoir la filière café-cacao chez nous au Togo. Au sommaire aussi, la mode avec l'acte 2 du festival Mélo Mode, en vedette les créateurs togolais dans leurs œuvres. Festival annoncé ce samedi en conférence de presse à suivre, donc tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. L'actualité du week-end est d'abord cette visite à Lomé du ministre béninois des Infrastructures et des Transports. Avec son collègue togolais, il a évoqué le projet de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Les précisions avec Lucassi. Ce protocole d'accord signé entre le ministre des Infrastructures et des Transports du Togo et celui du Bénin définit le point de raccordement à la frontière Togo-Bénin dans le contexte du projet de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Agome-Glozou au Togo et Atiémé au Bénin sont les localités choisies par les deux parties pour abriter le point de jonction pour appuyer celle de Sanvikondi et Hilakondi. Cette entente entérinée ici ambitionne de pallier le phénomène de l'érosion côtière qui menace les deux pays. Au cours de cette visite de travail, nous avons examiné l'état d'avancement des travaux en cours sur le poste juste apposé de Hilakondi-Sanvikondi. Déférant aux instructions de nos deux chefs d'État, les chefs d'État du Bénin et du Togo, nous avons étudié l'implantation d'un poste juste apposé à Agome-Glozou à Tiémé. Le protocole, l'accord que nous venons de signer porte exactement sur ce point de jonction de ce grand projet du corridor Abidjan-Lagos sur le tronçon Bénin-Togo. Ce choix stratégique permet également aux deux États de tirer des avantages du nouveau pont construit sur le fleuve Mono et qui les relie. Nous avons déjà un ouvrage commun, le pont, sur le Mono, et donc les chefs d'État ont décidé que Agome-Glozou et Atiémé soient le point de jonction. Nos pays s'étirent sur près de 700 km de la côte vers l'intérieur du continent. Donc c'est aussi bien d'avoir des ouvertures un peu partout pour faciliter les échanges entre les deux peuples dans l'esprit de la CEDEAO et de l'UEMOA. Initié depuis 2013, le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos couvre 5 pays de la sous-région sur une distance de 1021 km. Il est donc subdivisé en 3 parties, notamment Abidjan-Takoradi, Takoradi-Nuepe et Nuepe-Lagos. Le projet entre ainsi dans sa phase active avec les études de faisabilité qui débuteront au cours de cette année et vont durer 12 mois. 70 milliards de francs CFA pour réhabiliter là aussi des infrastructures de voirie et des ouvrages hydrauliques civils sur l'ensemble du territoire national sont concernés. C'est ce qu'on note dans le rapport aménagement urbain. Il a regardé à la loupe séance hier vendredi. Les précisions de Sophie Niano et Christine Petit-Kialoudé. Les voiries et ouvrages hydrauliques de 10 villes secondaires, à savoir Mango, Kanté, Pagouda, Bassar, Tchamba, Badou, Amlamé, Tchévier, Tablibo et Aneho vont être réhabilités. Ces ouvrages, selon l'étude technique commanditée par le ministère en charge de l'urbanisme, sont dégradés. Et pour être viabilisés, des options d'aménagement sont inscrites dans ce document. C'est une étude qui a pour but d'équilibrer l'armature urbaine en termes d'infrastructures routières dans nos villes secondaires. Les ouvrages proposés, en fait, on aura des ouvrages d'art, il y aura des carrefours qui seront aménagés, il y aura des routes qui seront tracées avec des signalisations, on aura des panneaux de signalisation et puis on aura de l'éclairage public, en fait. Et puis en option, on pourrait avoir de l'éclairage électrique ou du solaire. Des systèmes d'assainissement et d'éclairage adéquats sont prévus. 5 à 10 km de rues seront réalisées dans chacune des villes identifiées. À terme, il permettra donc de mettre à la disposition des populations de ces 10 villes secondaires un réseau viaire praticable et bien éclairé.
Le projet est estimé à environ 110 milliards de francs CFA. Il est initié par le gouvernement avec l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Avec ces aménagements, ces différentes localités vont accroître leur qualité de ville relais, ce qui leur permet de restaurer leur productivité et contribuer ainsi au développement et à la réduction de la pauvreté. Les travaux de la conférence sur le budget programme annuel d'entretien routier, exercice 2018, séance également hier vendredi. Les travaux ont pris fin, deuxième jour d'échange. Un projet de 13 milliards de francs CFA a été adopté là. Tabitha ici à Capo, Clarisse Aticlé. La conférence de programmation pour l'élaboration du budget programme annuel d'entretien routier, exercice 2018, a abouti à de grandes conclusions sur le financement de l'entretien routier. Les besoins réels d'entretien routier annuel au Togo sont évalués à près de 32 milliards de francs CFA, alors que les ressources disponibles ne représentent que 41%, c'est-à-dire 13 milliards de francs CFA. La conférence a donc planché sur la recherche des ressources additionnelles durables, facilement et rapidement mobilisables. Tous les travaux d'entretien sur les routes revêtues sont pris en compte. Tous les travaux sur les routes nationales en terre sont pris en compte. Le réseau des pistes rurales étant assez vaste, les priorités ont été définies et une partie du réseau est prise en compte pour l'entretien. L'analyse des options a permis de retenir 4 sources de financement. Les pénalités encourues en cas de surcharge, les recettes provenant des immatriculations et des contrôles techniques, les recettes des nouveaux postes de péage, l'instauration d'une vignette sur automobile renouvelable chaque année. Cette conférence a pour principal objectif de procéder aux ajustements nécessaires à l'élaboration du budget programme afin de garantir la cohérence des besoins sur le plan national avec les recettes de la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER. Le projet de budget programme sera soumis au conseil d'administration de la SAFER pour adoption. Management des juridictions et des établissements pénitentiaires, module soumis mardi dernier aux surveillants et régisseurs de prison en séance de formation. Comment s'approprier les meilleures méthodes de gestion pour une administration efficace? Eh bien, c'est le but recherché ici. Ferdinand Tiassoua, Lucassi. Le manque de compétences techniques et managériales requises chez certains responsables des administrations pénitentiaires se constatent de plus en plus et sont généralement source de mauvaise gestion des services avec une absence de professionnalisme et de tact, ce qui ne leur permet pas parfois d'identifier les besoins réels des centres de détention dont ils sont en charge. Cette formation continue sur le management des établissements pénitentiaires et le management des juridictions leur permettra de se réapproprier les notions idoines de la gestion pour remplir leurs tâches avec efficacité. Les premiers responsables doivent avoir une compétence technique et managériale pour gérer à mieux ces institutions. Les participants vont acquérir de nouvelles méthodes de gestion axées spécialement sur l'identification des besoins des structures, la fixation des objectifs à atteindre, la mobilisation des ressources nécessaires. Quand je parle de ressources, il y a des ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et aussi la mise en œuvre de ces moyens-là. La formation s'inscrit dans le contexte du système triennal de mise à niveau initié par le Centre de formation des professions de justice. Elle permettra donc à ces acteurs du secteur judiciaire de s'adapter aux réalités managériales du moment et d'être en harmonie avec la nouvelle donne des tests juridiques. Ceci afin d'obtenir plus de résultats dans la gestion des centres de détention. Ça se poursuit. La campagne de sensibilisation de l'OTR, l'Office togolais des recettes, était encore face aux contribuables de Anoukopé, cette fois-ci sur leurs droits et devoirs dans le paiement des impôts de Douaré.
L'ANCOPE est l'une des étapes de la grande campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal lancée par l'Office togolais des recettes OTR depuis 2015. Les commerçants et commerçantes de ce quartier ont été édifiés sur les objectifs de l'OTR, les procédures de collecte des impôts, l'identification des vrais collecteurs et l'importance du paiement des impôts dans le développement économique du pays. Avec leur arrivée, nous avons été sensibilisés. La population a compris ce que c'est que l'OTR et ses composantes, la douane et les impôts. La population a aussi compris le bien fondé de la contribution de la population. Puis ils ont compris qu'ils doivent mettre leurs mains à la pâte. Ils doivent contribuer pour que l'État ait les moyens de faire les grands travaux. C'est pour amener les contribuables à accomplir de leur propre gré leurs obligations fiscales que l'OTR et la Banque africaine de développement ont ensemble initié cette campagne. Pour toute réforme, il faut vraiment sensibiliser. Il faut éduquer la masse. Expliquer aux citoyens qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait un paiement d'impôts. Cette rencontre permet aux contribuables d'exposer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs devoirs fiscaux et de formuler des doléances pour garantir une bonne relation avec les collecteurs. Économie et finances encore à l'étranger cette fois-ci, zoom sur les microfinances de la zone UEMOA. Des institutions de microfinance dans la zone UEMOA ont affiché 1072,6 milliards de francs CFA au tableau des cours des crédits avant décembre 2016. Le nombre de bénéficiaires s'est quant à lui établi à 12,73 millions de personnes. Regardez. Des systèmes financiers décentralisés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est établi à 1072,6 milliards de francs CFA à fin décembre 2016 contre 904,5 milliards de francs CFA l'année précédente. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest estime que la qualité du portefeuille de crédit de ces institutions est en nette progression. Depuis, les objectifs de développement durable ont été définis. Dans ces objectifs de développement durable, on a mis en place un agenda qu'on appelle l'agenda 2030. Dedans, nous avions des objectifs tels que l'accès aux services dans les domaines de santé, de sécurité alimentaire, de l'éducation, de l'énergie et de l'habitat. La microfinance joue un rôle catalyseur pour atteindre ces objectifs-là, d'où une demande plus accrue. Les hausses enregistrées dans le secteur des microfinances ressortent à 51,9% en Côte d'Ivoire, 50,6% en Guinée-Bissau, 35,8% au Mali, 22% au Burkina Faso, 21,9% au Togo, 7% au Sénégal et 4,3% au Bénin. En revanche, une baisse de 24,2% a été enregistrée au Niger. L'encours moyen des prêts par membre a progressé en ressortant à 84 319 francs CFA à fin décembre 2016 contre 75 132 francs CFA à fin décembre 2015. Vous voyez un peu le nord du Niger, qui est une zone frontalière avec le Nigeria, la zone Boko Haram. Ça influe aussi cette zone du Niger, ce qui fait que les activités génératrices de revenus ne sont pas développées. On connaît des mouvements migratoires, les populations se déplacent de ces zones-là pour aller vers d'autres zones. Donc ces régions sont délaissées, d'où l'impact sur les activités, le développement des activités génératrices de revenus. Selon les experts, les institutions de microfinance en Afrique gagneraient à s'investir beaucoup plus dans le mobile banking, l'autre révolution financière qui connaît un franc succès sur le continent. Ils estiment également que les services financiers sur mobile pourraient rapporter au moins 1,5 milliard de dollars d'ici à 2019 et toucher plus de 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne à cette échéance. En Centrafrique, des crimes de guerre contre l'humanité, y compris, entre guillemets, nettoyage ethnique de la population musulmane ont été commis. Et c'est ce que note le rapport final d'une commission d'enquête de l'ONU qui indique cependant qu'il n'y a pas eu de génocide. Les préparatifs pour le jugement d'éventuels coupables se poursuivent. Le colonel Toussaint Muntazini prête serment et jure qu'il sera impartial. Ce haut magistrat de la République démocratique du Congo est désormais le procureur de la Cour pénale spéciale à Bangui. Sa mission, instruire et juger les multiples crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis en Centrafrique depuis 2003. La loi qui crée la Cour pénale spéciale indique très clairement que les crimes qui sont de la compétence de la Cour pénale spéciale
à savoir le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, tous ces trois crimes ne sont pas éligibles à l'amnistie. Un défi immense dans un pays marqué au fer rouge par plus d'une décennie d'instabilité politique. De la chute d'Ange Félix Patassé en 2003 à la période de contestation violente du pouvoir de François Bozizé, la faillite du processus de paix, ponctuée par la prise de pouvoir des rebelles de la Séléka en 2013 et les ripostes des anti-Balaka. 620 exactions graves, assassinats, violences sexuelles, tortures, le tout référencé dans un rapport de l'ONU. Des exactions dans la plus parfaite impunité, que ce soit du côté des forces armées que des groupes rebelles. Aujourd'hui encore, le sud-est de la Centrafrique connaît un nouveau cycle de violence. Les combats opposent des factions de l'ex-coalition Séléka, une rébellion politico-militaire à majorité musulmane, à des groupes d'autodéfense anti-Balaka, essentiellement chrétiens et animistes. Pour certains déplacés, c'est une histoire sans fin. Auparavant, on vivait en harmonie avec les chrétiens, les musulmans. On partageait ce qu'on avait. Et c'était que par après que les gens se sont mobilisés pour venir contre nous. La Centrafrique, un pays fatigué, divisé, meurtri, sans véritable espoir. D'autant plus que de nombreux chefs armés exigent que la future Cour spéciale prononce une amnistie générale pour espérer un retour à la paix durable en Centrafrique. La porte ouverte à toutes les dérives. Retour, c'est nouveau et c'est avis aux parieurs. La Lonato lance un nouveau jeu, le Loto Sam. Comment ça se joue? Eh bien, suivez ce reportage, mais sachez d'ores et déjà que ce nouveau jeu offre plus de chances. Sophie Niano, Medina Salami. C'est le tout premier tirage de Loto Sam, le nouveau produit de la Loterie nationale togolaise. Tout comme les trois autres produits de la Lonato, Loto Sam donne la possibilité au public de pronostiquer sur les 5 numéros tirés au sort. Et c'est 45 000 fois la mise si les 5 numéros sont misés, mais un seul numéro suffit pour gagner. La Lonato, à travers Loto Sam, veut offrir l'opportunité à nos parieurs d'avoir plus de choix en fait. Élargir notre gamme de produits. Loto Sam fait partie de la gamme des Loto 590 et le dernier né avant Loto Sam c'était en 2007. Donc c'est pour renouveler aussi les produits qu'on propose à notre clientèle. Il se joue uniquement sur les terminaux de jeu de la Lonato. On ne fait pas les jeux sur coupon avec Loto Sam. Et ensuite, tous les derniers samedis ou le dernier samedi du mois, Loto Sam offre un numéro bonus. Et ce numéro bonus est payé au tiers du gain correspondant. À nos clients, à nos parieurs de tenter leur chance avec Loto Sam, c'est une autre opportunité de devenir millionnaire. Le tirage au sort effectué à cette cérémonie de lancement a porté sur les numéros 85, 04, 33, 83 et le 81. Et les gagnants expriment leur joie. Pour le Loto Sam, je pense que c'est un jeu très bien, puisque c'est un jeu qui ne diffère pas des autres jeux et avec son bonus qui est plus attrayant et payé en mi-journée. J'ai seulement joué le PEM à 300. J'ai gagné 25 000. C'était deux numéros qui étaient sortis. C'est 33 et c'est 85 qui est sorti. Loto Sam, c'est désormais tous les samedis à 13 h. La règle du jeu est la même que celle de Loto Diamant, Loto Benz et Loto Cadeau. Un numéro bonus appelé Bonus Sam est offert les derniers samedis de chaque mois. Et c'est encore samedi. Aujourd'hui, allons au marché du chocolat. Je vous l'annonçais en titre. Que dis-je? À la fête du chocolat, deuxième édition lancée par le comité de coordination pour la filière café-cacao. Derrière l'initiative, eh bien, c'est un grand marketing pour la grande filière. Dédé Koussao, Carmel Madjé à Capo. C'est devenu une réalité depuis 3 ans déjà. Le chocolat Made in Togo est commercialisé sur le marché local et international. Il est produit par la société Choco Togo à base de cacao cultivé par les agriculteurs togolais. À cet événement qui est à sa deuxième édition, au-delà du chocolat, le cacao et le café sont célébrés. Ce salon a pour objectif d'abord de dire à nos producteurs félicitations parce que vous faites un très bon travail. La fermentation, c'est ça qui détermine l'arôme du chocolat. Donc il faut que le cacaoculteur soit reconnu dans ses efforts.
Cette édition est couplée du lancement de la campagne 2017-2018 de la commercialisation du café et du cacao. Cette filière se porte bien et les chiffres de la campagne 2016-2017 le démontrent à suffisance. 17 933 tonnes contre 13 000 tonnes en 2012 pour le café et 11 586 tonnes contre 6 000 tonnes pour le cacao sur la même période. Cette année déjà, nous avons des signaux qui sont assez forts et qui nous permettent d'augurer une production meilleure, donc un volume plus avantageux pour les producteurs. Il est de notre devoir, à travers des certain nombre de ressources, de financer l'appui, l'accompagnement. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2 ans. Alors nous avons quand même eu l'occasion de participer à plusieurs foires et salons internationaux. Et ça a permis de faire reconnaître Choco Togo sur le plan international. Le café et le cacao togolais sont donc très compétitifs sur le marché mondial, ce qui a valu ces prix décernés à ces transformateurs locaux. Nous venons d'arriver de la France où nous avons ramené les prix de la 3e édition concours AVP1 qui regroupe tout le monde entier, l'Amérique latine, les pays africains producteurs de café. Nous avons décroché les 3 prix, dont le prix or dans le café Robusta, dû au sol très doux que nous avons au Togo. Le café et le cacao procurent des revenus à plus de 40 000 familles. Le gouvernement met tout en œuvre pour promouvoir leur transformation afin de créer plus de valeur ajoutée et de l'emploi. Cette orientation a été traduite dans la note de politique agricole adoptée en décembre 2015 par le gouvernement qui s'est ainsi engagé à amplifier et à accélérer le processus de création de richesses et de valeur ajoutée à travers le programme ambitieux de mise en place des agropoles dont le tout premier en cours de préparation verra le jour dans les prochains mois dans le bassin du fleuve Kara avec l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement. La fête du chocolat se poursuit jusqu'au 7 août prochain. Mais déjà, à partir du 13 juillet, une caravane dénommée « Caravane Consomme Acteurs » va sillonner les grandes artères du pays. Samedi, c'est encore samedi. Aujourd'hui, le premier samedi du mois, la traditionnelle opération Togo Propre a donc eu lieu. Un acte citoyen accompli ici par la préfecture du Golfe et bien accompagné. Gérald Agoudou. L'opération Togo Propre a été observée ce premier samedi du mois dans plusieurs quartiers de Lomé avec l'appui de la direction de la formation civique. La direction des services techniques de la commune de Lomé a entretenu le long de la clôture de la préfecture du Golfe et a déployé une partie de son personnel pour la même opération auprès des arrondissements de la capitale togolaise. Même action de la direction de la formation civique avec l'association Vie Précieuse à VIP Togo pour rendre salubre et attrayant la cour d'appel de Lomé et ses environs. Surtout les femmes de la ville de Lomé, je les convie vivement à nous soutenir. Et les ordures qui sont délaissées partout dans la ville, je convie les femmes, c'est leur travail. Une femme doit savoir gérer son environnement. Et nous sommes fiers d'être visités ce matin par votre association, heureux plutôt que vous soyez venus pour nous aider à mettre au propre la cour d'appel qui est un bien public. Et nous souhaiterions que toute la population puisse comprendre le message et que chaque premier samedi se mobilise pour rendre notre ville propre. Le préfet du Golfe et le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe ont également œuvré en appui à la population d'Amadahoum et Aminopé dans le canton d'Aplaogakli. Au bord de la nationale numéro 5, Lomé-Palimé, cet espace vert d'une superficie de 2,5 hectares a été désherbé et balayé avec la forte participation des élèves du CEG Amadahoum. Nous ne restons jamais à côté quand ce jour arrive. C'est pourquoi ce matin, nous avons encore mobilisé tous les élèves, la population,
et pour pouvoir mettre au propre l'espace vert de Ahmad Dahomey. L'opération du civisme n'est pas une matière facultative. D'ailleurs, ce matin, ceux qui ont ouvert des bars, et au moment où nous balayons les rues, nous avons pris seuls de ramasser les tablettes, les bancs et tout ce qui est exposé le long des voies publiques pour déposer à la préfecture du Golfe. Ceux-là seront d'abord amenés à payer une amende avant de prendre leurs objets. Ça veut dire que tout citoyen a le devoir de balayer devant sa maison avant de vendre ses articles. Adjido Gomé fait également partie des quartiers ciblés par l'appui de la direction de la formation civique. Les comités villageois de développement CVD ont mobilisé la population pour faire de cette opération Togo propre une réussite. À noter aussi dans l'actualité ce samedi, cette initiative au Togo de l'ONG MIT, elle vient de lancer le Festival international pour la paix dans le monde, la paix pour l'atteinte des ODD. Reportage de Viviane Souvi et de Médine Salabi. La paix et la stabilité sont des vecteurs pour un développement durable. C'est dans cette optique que l'objectif 16 des ODD est consacré à la paix, à la justice et à des institutions solides. Dans un monde de plus en plus menacé, en proie à la violence, la culture de la paix devient un impératif. L'ONG Maison de l'Espérance pour les enfants déshérités, MED, pour sa part, a initié le Festival international pour la paix dans le monde, le FIPAM, un canal de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale à travers des danses chorégraphiques, le théâtre et la poésie. Il est question de faire des activités en termes de conférences, ateliers pour s'approprier des thèmes des ODD dans les programmes. Et l'autre aspect, c'est de faire les activités culturelles pour la promotion de la culture, bien d'une culture de paix. Cet engagement de l'ONG MED est un appel à la promotion de la paix et à la nécessité d'œuvrer à la réalisation des ODD, un engagement soutenu par le gouvernement et d'autres partenaires. Nous pensons que le Togo doit être la terre d'où partira cet esprit qui va lier forcément la paix au développement. Et nous sommes venus pour soutenir ce projet et nous nous engageons à faire la promotion de ce festival dans. Prévu en septembre prochain, la première édition de FIPAM sera un pas de plus vers le brassage culturel et une meilleure appropriation de l'objectif 16 des ODD qui met en exergue la paix, la justice et la nécessité d'avoir des institutions solides. Le retour au pays natal d'Amtakol, l'annoncé, l'artiste de la chanson togolaise, revient avec dans ses valises un projet de concert annoncé pour le 8 juillet prochain. Ce sera également la deuxième édition de sa grande caravane. Viviane Souvi, Robert Kwatogwe avec Larissa Ticlé. Ainsi lancée la deuxième édition de la Caravane d'Afrique au Togo, une plateforme pour célébrer la diversité culturelle togolaise en particulier et celle de l'Afrique en général. C'est une initiative de la diva de la musique togolaise Amtakol, connue du grand public sous Shekelo. Shekelo, Shekelo, Abadounia Shekelo, 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 Abadounia Shekelo. Elle veut une fois encore faire vivre en live ses fans à travers un concert le 8 juillet prochain. Amtakol de retour parce que ça fait quand même 7 ans que je viens régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par an. Et quand on me parle encore de Shekelo, mais quand est-ce que tu nous reviens? Et quand l'année dernière je suis allée à Dapaon, on nous a dit, et nous à Lomé alors? Donc j'ai fait une promesse que j'essaye de tenir aujourd'hui. Le 8 juillet, je vais vous attendre si nombreux dans cette salle à Agora Senghor pour le concert. Amtakol et sa caravane d'Afrique. Donc ça veut dire qu'en amont,
je vais mettre la lumière sur la troupe Amlima qui va nous représenter les 5 régions du Togo. L'auteur, compositeur et entrepreneur des spectacles vivants, Amina Kolani est également responsable du Gospel House, un établissement culturel créé depuis 2009 dans le département de la Nièvre en France. Dans l'agenda de cette édition, la pose de la première pierre de l'espace de la caravane d'Afrique à Dapaon. Et puis l'acte 2 également pour le festival Méloman Mélo Mode qui met en vedette le Cicatrice Féchine avec des créateurs togolais dans leurs œuvres. Annonce de cette 2e édition en conférence de presse cet après-midi même. Nous reviendrons demain en images sur cette information dans nos éditions. Fin de la présente. Merci à vous qui nous suivez ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Bon week-end.